Madame, Monsieur, bonsoir. L'équipe de production de Scène de Presse est très heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous de débat dominical sur la CRTV. 52 minutes d'échange en toute liberté avec des journalistes de talent et des experts connus et reconnus. C'est le numéro 518. Au menu ce soir, contentieux préélectoral en vue de la présidentielle de 2018. On prend les 9 et on continue. Le Conseil constitutionnel a rejeté dans le fond les 11 recours introduits au lendemain de la publication de la liste des candidatures retenues par Elections Cameroun. Le droit dit, les invités de Scène de Presse apprécient. Armée camerounaise, une deuxième vidéo en circulation dans les réseaux sociaux. L'on avait à peine pris acte de l'arrestation de 7 militaires dans le cadre des résultats de l'enquête ouverte après la diffusion de la première vidéo qu'à nouveau le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, monte au créneau pour annoncer une autre investigation suite à la diffusion de cette deuxième vidéo. Il faut dire que déployés à l'extrême nord pour faire face à Boko Haram, dans le nord-ouest et le sud-ouest pour faire barrage au sécessionnisme, les forces de défense et de sécurité camerounaises sont la cible des ONG et des réseaux sociaux. Les écarts de quelques-uns de leurs membres sont érigés en règle. L'honneur et le professionnalisme de l'armée camerounaise sont visés. À tort ou à raison, Scène de Presse ouvre le débat. Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles, la revue de presse de Daniel Menanga en zooming, les actions de développement de l'armée camerounaise dans la région de l'extrême nord, une signature de Abdelaziz Amadou, en focus le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari. Mais avant, revenons sur le verdict du Conseil constitutionnel tel que rendu vendredi dernier dans le cadre du contentieux préélectoral. C'est dans ce zooming que signe Séverin Alegambele. Le premier élément important à relever de cette audience consacrée au contentieux préélectoral, c'est la volonté affichée par le collège des membres du Conseil constitutionnel à donner la parole et surtout à écouter toutes les parties. C'est ce qui justifie la durée de l'audience. Près de 9 heures d'exposition orale des prétentions et arguments des plaignants, des conseils de l'ECAM et du RDPC. Au bout du compte, les 8 requêtes pour la validation ou la réhabilitation de candidatures ont été rejetées. De même, les 3 recours demandant l'invalidation de la candidature de Paul Biya ont été jugés irrecevables dans le fond. Le deuxième élément à indiquer, c'est la justesse, la qualité du travail de tri fait par le Conseil électoral. Sur les 27 dossiers reçus, l'ECAM avait rejeté 18 déclarations de candidature parce que les pièces requises par la loi n'étaient pas réunies. Quelqu'un disait qu'il n'y a que la loi pour vous sauver. Et tout ce que l'ECAM a fait a été fait dans le strict respect des dispositions du code électoral. Toutes les récriminations peuvent être faites à l'endroit de l'ECAM, mais l'ECAM a ceci de bien et de particulier que le code électoral le protège. Nous sommes satisfaits de la façon dont la justice a été rendue. Le Conseil constitutionnel a dit le droit. Nous allons maintenant certainement accélérer davantage la préparation de la campagne électorale pour faire ce qu'il y a lieu de faire pour que notre candidat gagne brillamment les élections. Les choses sont définitives et bien connues. À l'audience du Conseil constitutionnel de ce vendredi, on aura compris que très peu de prétendants au fauteuil présidentiel s'étaient acquittés des frais de cautionnement, les 30 millions demandés. En plus, il y a beaucoup de confusion sur les conditions d'éligibilité du président de la République. On s'est mêlé les pédales entre les candidatures indépendantes et celles soutenues par une formation politique. Ce qu'il faut enfin retenir, c'est que pour le scrutin du 7 octobre prochain, on n'aura pas une candidature portée par une femme. La seule sur laquelle on pouvait encore miser, la candidature de Mme Geneviève Amvené, qui se présentait comme le Messie pour le Cameroun, a été invalidée, faute d'arguments juridiques solides. Merci Séverin Alegambele. Nous continuons justement de parler de ce verdict du Conseil constitutionnel, verdict rendu vendredi dernier, verdict donc qui confirme la décision qui avait déjà été prise par l'ECAM, celle de ne retenir que 9 candidats pour la présidentielle 2018. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le professeur Vincent Toudaï-Bodé, qui est professeur titulaire des universités. Bonsoir professeur.
Bonsoir madame. Jean-Bruno Tagné tout à côté, journaliste à Canal 2 International. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Nous avons également Yannick Yemga qui est le coordonnateur du journal journal L'Œil du Sahel. L'Œil du Sahel, bonsoir Yannick. Bonsoir Lucrèce et bonsoir aux téléspectateurs. Jean-Baptiste Anvounat Temengue qui est vice-président de la section RDPC à Ngoumou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce, merci de m'avoir invité. Alors Jean-Bruno le disait il y a quelques instants, le Conseil constitutionnel a donc rendu son verdict. Les 11 recours introduits ont été rejetés. Pour vous, le droit a été dit sans surprise? Oui, le droit a été dit parce que dès le départ, tout le monde s'est bien rendu compte qu'il y avait un certain nombre de candidatures farfelues. Beaucoup étaient là simplement pour soit se faire voir par les médias ou alors simplement pour remplir une formalité. Et l'ECAM est resté dans son rôle, c'est-à-dire de recevoir tous les dossiers, y compris les dossiers qui étaient complètement vides. Donc le rôle de l'ECAM, ce n'était pas de refuser de prendre quelques dossiers que ce soit. On prend d'abord les dossiers, on les examine et on les rejette. Et le Conseil constitutionnel a confirmé le travail qui avait été déjà fait par l'ECAM, c'est-à-dire de faire un premier tri. Et je pense que pour l'avenir, au-delà de tous ces rejets, il faut quand même se rendre compte que nous parlons d'une élection présidentielle. Qui la est mère des élections. Voilà, c'est quelque chose de très très important. Prétendre à vouloir diriger son pays, c'est quelque chose qui me semble suffisamment sérieux. Et à l'avenir, il faudrait que les gens nous épargnent un peu le spectacle auquel on a assisté. Par exemple, quand quelqu'un n'arrive pas à payer son cautionnement et espère que par je ne sais quelle alchimie, on va quand même accepter sa candidature, ou alors des gens qui savent très bien, ou alors on espère qu'ils le savent et qu'il fallait quand même un certain nombre de parrainages lorsque sa candidature n'est pas portée par un parti politique. Voilà. Donc moi je pense qu'en fin de compte, on a assisté à un véritable cycle dont on aurait pu malheureusement se passer si les gens faisaient preuve d'un peu plus de sérieux, et c'est un peu dommage. Mais bon, heureusement, les gens à peu près sérieux qui veulent devenir président de la République au Cameroun ont été retenus au bout de ce tri. Alors vous avez parlé du cautionnement tout à l'heure, Yannick Yemga, parlant justement de ce cautionnement, il y a un recours qui a mobilisé les attentions, c'est le recours introduit par le président de l'UFP, Olivier Billet, qui arguait qu'il était prêt à payer les 30 millions, mais les bureaux du Trésor étaient fermés à son arrivée. Un commentaire là-dessus? Enfin, il faut être sérieux. Monsieur Olivier Billet, pour qui j'ai beaucoup de respect... Vous n'êtes pas en train de dire qu'il n'est pas sérieux? Non, je vais dire qu'il faut être sérieux. Il faut être sérieux. C'est un vieux briscard de la politique. Il sait depuis au moins 2 ans, j'imagine, qu'il va se porter candidat à cette élection présidentielle. Nul ne peut se prévoir là de ses propres turpitudes. Vous n'allez pas attendre le jour J pour aller déposer votre dossier de candidature et puis vous plaindre de ce que le bureau du Trésor n'était plus accessible à cette heure-là, encore que c'est une heure... vraiment indue, passez-moi l'expression, mais ce que je voulais dire, c'est que... Peut-être que c'est au niveau de la loi également qu'il y a un problème à ce niveau-là. Non, la loi est très claire. L'article 124 du Code électoral dispose que tout candidat à l'élection présidentielle doit verser un cautionnement fixé à 30 millions de francs CFA. Ça c'est su de tous les candidats. C'est su même de l'opinion publique, puisque le code électoral n'est pas secret. Non, à propos de l'ouverture du Trésor public jusqu'à 1 heure, c'est ce que je dis. Faut-il aller plus loin que ça? Faut-il codifier la date limite ou alors l'heure limite de dépôt de ce cautionnement? En tout cas, comme je l'ai dit, la loi est extrêmement précise. Le versement, l'attestation de versement du cautionnement qui vous est délivré en 3 exemplaires selon les dispositions justement du Code électoral, on précise qu'un de ces exemplaires est immédiatement transmis au Conseil constitutionnel. Je rappelle que l'article 125 du Code électoral dit que le Conseil constitutionnel peut accepter ou invalider une candidature. Donc, en saisissant le Conseil constitutionnel, lorsque vous n'avez pas rempli cette formalité qui est indispensable, vous êtes d'ores et déjà sûr que vous serez débouté. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut être sérieux. Mais au-delà du cas de M. Olivier Billet, moi j'ai été, je dois l'avouer, très surpris qu'il ne puisse pas
se conformer à cette exigence légale, parce que c'est un monsieur, il faut le dire, c'est un universitaire qui est quand même reconnu pour, je vais dire, son sérieux, mais sur cet acte-là, il n'a pas fait preuve de beaucoup de subtilité et de justesse. Mais je voudrais terminer quand même en signifiant que l'élection présidentielle, c'est un moment très important dans la vie d'une nation. Et lorsqu'on saisit le Conseil constitutionnel, qui est la plus haute instance, c'est quand même étonnant que devant cette institution, on fasse prévaloir des arguments d'ordre spirituel et non des arguments juridiques. Je vais dire, tout ça, c'est pas très bon pour l'image de notre pays. Bon, mais ça participe justement de l'enracinement de la démocratie, du processus, si vous voulez, de crédibilité, ou bien je ne sais pas si on doit dire du processus de maturation de notre démocratie. C'est bien que le Conseil constitutionnel se soit fait les dents à travers, il y a eu avant ça, vous savez, le contentieux préélectoral pour les sénatoriales, et puis il y a un contentieux préélectoral, un contentieux éventuellement post-électoral qui est très attendu. Donc c'est bien que le Conseil constitutionnel qu'on vient de mettre en place se soit fait les dents par 2 fois déjà. Alors Jean-Baptiste Atemengue, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict, comme je le disais tantôt. Est-ce que vous êtes soulagé lorsqu'on sait que certains recours demandaient l'invalidation de la candidature de votre champion? Mais Lucas, moi je ne serais pas aussi complaisant avec cette situation. Je crois que je suis beaucoup plus proche de ce que Jean-Bruno Tagne disait. Je suis complaisant alors. Oui, vous êtes complaisant parce qu'il faut être sérieux. Je crois que ce n'est pas bien pour l'image de notre démocratie qu'il y ait des farfelus qui viennent s'amuser avec quelque chose de très sérieux. La fonction présidentielle dans l'organisation de notre État détermine, j'allais dire, la vie et la mort pendant 7 ans de nos compatriotes, l'avenir de la nation. Donc c'est quelque chose de sérieux. Et que n'importe qui vienne, ça ne concerne même pas que ceux qui sont disqualifiés, même ceux qui sont qualifiés, vous savez, il y en a qui exerceront une fonction purement tribunicienne, toujours pour se faire voir. Je ne pense pas que parmi les 9, tous soient prêts à gouverner au matin du 8 octobre, avec un gouvernement et une vision claire rassurant les Camerounais. Ils sont peut-être pas 3 ou 4. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Pour ce qui est, non, j'y viens puisque mon candidat, à mon humble avis, est le seul qui soit capable de gouverner le 8 au matin. La campagne n'est pas encore ouverte. Mais pour le reste, on évoquait le cas de M. Billet. Ce n'est même pas qu'une question d'heure tardive, parce que vous n'allez pas demander, pour être candidat à l'élection présidentielle, que toutes les administrations du Cameroun restent ouvertes jusqu'à minuit avec les CAM. Là, il s'agit de la caution, mais ce n'est pas la seule pièce. Si quelqu'un n'a pas de copie d'acte de naissance ou d'extrait, ce soir-là, il faudrait qu'il y ait une administration ouverte. Et dans un état de droit, là, vous privez des fonctionnaires de leurs droits, ils ne vont pas rester. Et j'ai entendu dans les médias ce qui est inadmissible. Ses partisans et lui-même insulter l'administration, taxer l'administration du trésor d'un fédé à un régime politique. La question que je vous ai posée, Jean-Baptiste Atemengue, c'est de savoir si vous êtes soulagé que l'invalidation de la candidature de votre champion qui a été demandée par certains requérants n'ait pas abouti. Mais tout ça, c'est de la comédie. Eux-mêmes ne sont pas capables de déposer leur candidature et demandent l'invalidation de quelqu'un qui a... La loi ne dit pas ça. La loi dit que toute personne peut... Mais là, il s'agit de ceux qui n'ont pas été capables de composer un simple dossier. Il ne faut pas être forcément candidat pour saisir le Conseil. Je suis d'accord avec vous, mais ceux qui ont saisi, ce sont ceux qui n'ont pas été capables de composer un dossier sérieux, complet, pour déposer leur candidature, qui demande l'invalidation d'un candidat beaucoup plus sérieux. C'est noté, professeur Vincent Toudaï-Boudé, un commentaire sur ce verdict du Conseil constitutionnel. Oui, juste un commentaire, parce que je crois que, comme on a dit, la loi, le droit a été dit et on s'y plie. Disons que tout cela participe de la dynamique électorale, hein. Il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Mais ceux qui ne peuvent pas jouer pendant vont jouer avant. C'est une foire. En politique, on existe par ce qu'on fait. Généralement, c'est ceux qui sont au pouvoir qui rendent compte de ce qu'ils ont fait. Ceux de l'opposition peuvent exister par ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font. Alors,
le fait que vous ayez des gens qui eux-mêmes sont convaincus, qui n'ont pas rempli les conditions minimales pour déposer le dossier, mais qui en font quand même un contentieux, c'est une bourrasque politique qui va leur permettre d'exister politiquement. La preuve, s'ils ne l'avaient pas fait, nous on n'en parlerait pas. Donc, il y a différents niveaux d'analyse et de lecture. Je crois que c'est comme lors d'une course cycliste, un compétiteur se rend compte que sa roue est percée, il vient quand même sachant que 2 mètres plus tard, il ne pourra plus être sur son vélo. Mais on va retenir que il n'a pas pu, quelle malchance. Sauf que lui savait que sa roue était percée, ceux-là aussi savaient qu'ils n'ont pas rempli les conditions, mais ils voulaient s'imposer dans l'actualité politique de l'élection présidentielle. Un dernier mot, très rapidement, Lucrèce, si vous permettez. En fait, vous savez, en 2011, on avait 23 candidatures. Cette fois, on a réduit, on en est à 9, ce qui n'est pas mal, parce que voilà, on a expurgé de tous les aventuriers. Et je pense que l'une des choses qui a empêché qu'on ait ce trop plein de candidatures, c'est effectivement la caution, le cautionnement de 30 millions qui est passé de 5 millions à 30 voilà, à 30 qui est 30 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais je veux dire qu'un parti politique normal ne devrait pas pouvoir ne pas faire acte de candidature à cause de 30 millions de francs. Lorsqu'on est un parti de politique organisé qui prépare ses élections depuis 7 ans, on peut trouver 30 millions de francs, quelle que soit l'origine de cet argent-là. Et il me souvient qu'à cette époque... Il ne faudrait surtout pas questionner l'origine de cet argent. Oui, c'est un autre débat. Il me souvient qu'à l'époque... Il me souvient qu'à l'époque, lorsqu'on a introduit ce cautionnement de 30 millions, beaucoup avaient crié, y compris moi-même, à une élection censitaire qui se préparait. Aujourd'hui, on se rend bien compte que peut-être qu'il va falloir penser à augmenter même encore cette caution-là pour rendre la chose beaucoup plus sérieuse. Mais le danger, c'est que les forces de l'argent peuvent contrôler la politique. Oui. Ce serait le rebelle de la médaille. Oui, ce serait le rebelle de la médaille. Oui. L'avantage quand même, c'est qu'on évitera des candidatures résultant des démarches individuelles. Absolument. Parce qu'à partir du moment où on a derrière soit le peuple ou que la démarche est collective, on arrive forcément, même si... Par la loi. Oui. Les candidatures indépendantes sont prévues par la loi. Si le législateur a pris soin d'indiquer qu'il y a deux voies, la voie des partis politiques et la voie indépendante, c'est bien parce qu'on veut donner la chance à tout le monde de pouvoir se porter candidat. Sauf que c'est une demi-chance. Constituer une candidature indépendante au Cameroun aujourd'hui est extraordinairement difficile. Elle est très difficile à mettre en œuvre. 300 signatures issues de toutes les régions du Cameroun, avec les signatures des chefs traditionnels qui en général sont inféodés, voilà, qui en général sont inféodés au parti au pouvoir et tout. Ça c'est extrêmement compliqué. La nuance demeure que la candidature indépendante est justement une démarche collective. Si on exige beaucoup de signatures, ça veut dire qu'on veut que ça soit une démarche collective. Même la collecte, quel que soit le montant de la caution, quand c'est une démarche collective, on y arrive. Mais quand il y a des messies qui individuellement pensent qu'ils peuvent aller seuls, on ne peut pas mobiliser tout. Voilà, messieurs, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Nous allons écouter le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, qui fait le point sur cette deuxième vidéo en circulation dans les réseaux sociaux et qui mettrait en scène des militaires une fois de plus. Nous écoutons donc le ministre Issa Chiroma Bakari en focus dans Scène de Presse. Le gouvernement prend acte de l'existence de cette deuxième vidéo. Et en application des instructions du chef de l'État, des instructions permanentes et irrévocables, une enquête sérieuse et ouverte. L'objet étant naturellement d'établir effectivement que c'est des éléments de nos forces de défense et de sécurité, qu'on identifie ceux qui auraient perpétré cet assassinat inacceptable et qu'on les défère donc devant les tribunaux de la République. Si ces personnes-là étaient de bonne foi, elles auraient pris donc cet enregistrement, remis au commandement militaire, de manière à permettre au commandement militaire de mener des investigations pour savoir de quoi ça procède afin d'y apporter correction. Ça atteste donc que ceux-là sont de très mauvaise foi
Ils veulent donc instrumentaliser ces moments délicats. Moment délicat parce que le 7 octobre, le peuple détenteur de la souveraineté doit décider quant à qui présidera au destiné de notre nation. Et c'est ce moment donc qu'ils choisissent. Mais malheur en aura pris. Le peuple camerounais ne se laissera jamais manipuler. Sur le plateau de scène de presse, là, Yannick Yemba, nous venons d'écouter le ministre de la Communication Issa Chirouma Bakari qui parle de cette deuxième vidéo en circulation dans les réseaux sociaux. Avant cette vidéo, il y a eu une première, l'enquête ouverte après la diffusion montrant donc deux militaires en train d'exercer des violences jusqu'à la mort et des violences conduites jusqu'à la mort de deux femmes et de leurs enfants. Alors, il y a donc eu les résultats de cette enquête qui parlent de l'arrestation de 7 militaires. Et vous vous réjouissiez lorsque nous préparons cette émission de ce que c'est tout à l'honneur de l'État camerounais de reconnaître qu'il y a quand même quelques brebis égarées au sein de cette armée. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela, mais je voudrais quand même, si vous me permettez, rapidement revenir sur les propos du ministre de la Communication. C'est un discours que j'ai envie de dire éculé. Dans la mesure où chaque fois qu'il y a ce type de vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, c'est la même position, la théorie du complot qui est sortie, et on veut déstabiliser le pays. Moi, je crois que c'est une attitude qui est contre-productive. Je pense que nous devons savoir qu'aucune armée au monde n'a le monopole du professionnalisme. Il y a des bavures partout. Je vous rappelle simplement un cas, les crimes sexuels pour lesquels était accusé l'armée française dans l'opération Sangaris en RCA. Il y a eu un non-lieu après. L'ouverture d'une enquête ou l'interpellation de 7 militaires ne signifie en rien que l'armée camerounaise se livre de manière systématique à des exactions sur des civils. Dans une armée, comme dans n'importe quel corps social, il peut avoir des brebis galeuses. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Il n'y a pas d'institutionnalisation des violations des droits humains par l'armée, du moins dans la chaîne de commandement. Il n'y a pas. Nous allons revenir sur cette question. Voilà. Non, je voudrais, c'est très important de le dire. Je vous promets que nous allons revenir. Ça fait partie des sujets que nous allons aborder ce soir. Je voudrais juste que vous nous précisiez votre pensée sur le fait que c'était à l'honneur de l'État du Cameroun de reconnaître qu'il y a quelques brebis égarées. Oui, j'en venais justement. Quand le chef de l'État ordonne l'ouverture d'une enquête, c'est bien parce que on veut établir les responsabilités. Et je dis, c'est tout à l'honneur effectivement de l'État camerounais, parce que nous avons des partenaires dans cette croisade contre Boko Haram. Nous avons par exemple un partenaire américain. Vous savez très bien que les États-Unis ne collaborent pas avec les pays qui sont accusés de violer les droits humains. C'est bien pour cela qu'ils ne seront pas en partenariat, par exemple, avec l'armée nigériane à qui ne livrent plus les armes. Donc, c'est tout à l'honneur de l'armée camerounaise et du gouvernement camerounais qu'on ouvre une enquête, qu'on interpelle les militaires, mais encore une fois, cette interpellation des militaires à ce stade actuel, parce qu'il faut que la justice militaire dise le droit, il y aura un procès, et ces militaires-là, ils jouissent encore de la présomption d'innocence. Donc, dire, comme lors de la vidéo choquante à laquelle vous avez fait allusion, que c'est un fake news tout de suite, alors qu'il n'y a même pas encore eu une enquête, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Je pense que c'était une position un peu imprudente. Et je pense que la position actuelle du ministre de la Communication montre bien qu'on a tiré les leçons de cette communication que nous avions dénoncée en son temps, et c'est une bonne chose. On espère maintenant que cette attitude d'humilité va permettre que l'État effectivement donne les moyens pour que l'enquête se fasse, effectivement. Il faut qu'il y ait des dénonciations éventuellement pour qu'on puisse établir les responsabilités si elles existent. Alors, Jean-Bruno Tagné, il y a eu une première vidéo, comme on le disait tantôt. Il y a une deuxième vidéo en circulation. Il y a tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux. Est-ce que de votre point de vue, tous ces éléments mis ensemble contribuent quelque peu à jeter l'opprobre sur notre armée aujourd'hui? Ou à ternir son image de marque? Ouais. Alors il faut bien se rendre compte, Lucrèce, aujourd'hui, et le gouvernement camerounais, l'armée camerounaise doit bien se rendre compte que l'époque où les exactions, les assassinats, les exécutions sommaires pouvaient se commettre à huis clos est aujourd'hui révolue.
Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et il y a également une justice internationale qui veille. Et il y a des organisations internationales, des ONG internationales qui sont des acteurs à part entière des relations internationales. Donc il faut bien que le gouvernement camerounais se rende bien compte que le huis clos n'est plus possible dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes en 2018. Et je veux bien apprécier l'humilité que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, affiche aujourd'hui, parce qu'il s'est bien rendu compte également que les premières sorties étaient tout à fait foireuses et n'ont pas honoré l'armée camerounaise. On peut... cette vidéo date de 2014-2015 pour certains. Vous savez que c'est des actes qui ont été posés il y a longtemps. Donc, il est question aujourd'hui pour le gouvernement camerounais de mener des enquêtes pour établir les responsabilités des uns et des autres sur ce qui s'est réellement passé. L'armée camerounaise, c'est plusieurs milliers d'hommes. Et il y en a des centaines qui aujourd'hui sont déployés. Certaines études parlent de 40 000. Voilà. Il y en a des centaines qui sont déployés sur plusieurs fronts. On a le front de l'extrême nord avec Boko Haram. Il y a le front du sud-ouest et du nord-ouest où il y a des grabuges avec des sécessionnistes. On peut parler également de l'est avec des bandits centrafricains qui font des incursions sur notre territoire de temps en temps. Dans la partie littorale avec les bandits qui viennent du Nigeria et tout le reste. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement devrait chercher absolument à protéger un groupuscule d'individus qui se conduisent mal dans l'armée, alors que c'est simplement un petit noyau qui ne constitue pas toute l'armée camerounaise. Donc cette réaction quasi pavlovienne qui consiste à dire tout le temps, dès qu'il y a une vidéo qui apparaît, de dire « Ah, c'est un complot contre le Cameroun », je crois que c'est absolument contre-productif. La meilleure démarche, c'est de prendre acte, comme vient de le faire Monsieur le ministre de la Communication, de dire « Nous allons mener des enquêtes et lorsque les responsabilités sont établies, que les coupables soient sanctionnés et qu'il y a une communication autour. » L'idée de la communication autour étant de décourager ceux qui seraient tentés de faire la même chose. Nous allons revenir. C'est précisément ce que a dit le communiqué du gouvernement britannique après la vidéo du 10 janvier. Ils ont dit qu'ils étaient indignés et qu'ils attendaient effectivement qu'on ouvre une enquête et qu'au terme, si les responsabilités sont établies, qu'on indique qui sont les auteurs et que ces auteurs soient sanctionnés. Je voudrais dire, juste après Jean-Bruno, que nous allons revenir justement sur ce qu'il faut faire aujourd'hui compte tenu du contexte actuel en termes de communication, en termes même de visibilité de l'armée camerounaise. Professeur Vincent Touday-Bodé, on a beaucoup parlé de ce groupuscule, de ces quelques éléments des forces de défense et de sécurité qui commettent des exactions. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui peut se passer dans la tête d'un soldat? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces écarts-là? Est-ce que c'est le fait qu'ils soient éloignés de leur famille? Est-ce que c'est le fait de voir leurs camarades mourir au quotidien? Est-ce que c'est le fait de vivre ces atrocités au quotidien? Qu'est-ce qui pourrait expliquer? Qu'est-ce qui peut être l'élément déclencheur? Merci. Disons que tel que la question est posée, ça indique déjà une culpabilité qui est pour le moins actuellement mise en doute, parce que nous sommes dans une interpellation. Si nous étions dans un droit commun, on dirait c'est la mise à la garde à vue, parce que vous êtes soupçonné d'eux. Donc à partir de ce moment-là, on peut comprendre qu'il s'agit d'une enquête qui est en cours, comme mes dévanciers l'ont dit. Mais si on prenait pour un militaire lambda, de manière générale, pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs qui déterminent la psychologie de quelqu'un qui est sur un champ de bataille. Le plus constant, c'est d'abord de reconnaître que nous n'avons pas la même personnalité. Chacun en fonction de sa petite histoire personnelle et des chromosomes qu'il reçoit, peut agir face à une situation objectivable différemment des autres. La deuxième chose, c'est la formation, la socialisation, c'est-à-dire ce que nous recevons maintenant de l'environnement qui n'est plus inné, qui ne vient pas de nos parents. Et la troisième chose, c'est l'équation personnelle. Je suis face à quelque chose, comment j'ai réagi?
Les deux premiers facteurs vont déterminer, bien évidemment, ma décision finale. Un militaire sur le champ peut paniquer et agir. Un militaire sur le champ peut avoir envie de se venger parce qu'on vient de tuer d'une certaine manière son camarade que vous ne verrez pas puisqu'il est déjà mort, les autres ont pris le corps. Un militaire sur le champ peut donc avoir plusieurs motivations. Nous voyons une partie... vengeance cathartique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible. Je vous ai dit que la personnalité ou le comportement individuel est déterminé par un certain nombre de facteurs héréditaires et sociologiques, c'est-à-dire culturels, la formation. Donc, à partir de ce moment, les types de vengeance peuvent être catégorisables. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un soldat est un homme et vive sous le stress. Si vous allez à l'extrême nord, par exemple, passer 15 jours dans un trou avec un fusil chargé, sous le soleil, attendant un éventuel ennemi, si vous n'avez pas vécu ça, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il peut ressentir. Et ça dure 4 ans. Effectivement, c'est pour ça que je dis la gestion du stress. Dans la gestion des troupes, c'est-à-dire pas seulement les troupes militaires, lorsque vous avez les masses à gérer, c'est comme quand nous on gère les étudiants à la période de l'approche des examens. Le stress est tel que la moindre fausse note peut déboucher sur une grève. Et lorsqu'il y a grève, il y a des réactions pacifiques, il y a aussi des réactions violentes. Et cela vous ramène donc à comprendre ce que j'ai dit au début. Il y a, face à une situation, un certain nombre de facteurs qui peuvent déterminer le comportement d'un individu. Ces facteurs peuvent être des facteurs qui n'ont rien à voir à la catégorie militaire, qui ont tout simplement à voir à la catégorie humaine, et d'autres à la formation militaire, et d'autres à la situation militaire sur le champ. Alors, Jean-Baptiste Atemunga, après la diffusion de ces vidéos, déjà après la diffusion de la première, il y a eu plusieurs débats dans différentes plateformes. Mais vous, qu'est-ce que vous voyez derrière ces vidéos qui sont, je vais dire, diffusées à ce moment, en ce moment-ci, c'est-à-dire à l'approche des élections? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça vise concrètement? Est-ce qu'il s'agit vraiment de chercher à réparer un tort qui aurait été commis, ou alors il s'agit de jeter une sorte d'anathème sur cette armée-là qui se bat bec et ongle pour que à Yaoundé, à Douala et dans les autres parties du Cameroun, que nous puissions dormir tranquillement? Je pense que le ministre de la Communication a entièrement raison. La mauvaise foi, le timing, ce timing-là justifie une mauvaise foi qui est certaine. Moi, Jean Bruno dit que les temps sont révolus, où l'armée doit tirer les leçons, ne doit plus. Mais le concept de défense du Cameroun a intégré depuis longtemps les droits de l'homme. Nos soldats remplissent un devoir constitutionnel. C'est parce qu'ils engagent leur vie que nous pouvons discuter sur ce plateau et que tous ceux qui engagent ces débats dans les réseaux sociaux, paisiblement chez eux, peuvent vivre en paix. Donc, ce qui est choquant, c'est que, au-delà des vidéos, qu'il y ait une indignation sélective, une indignation à géométrie variable. Il y a bel et bien, et beaucoup plus que ça, des images qui circulent depuis longtemps sur nos forces de défense, ou sur d'autres civils, mais étant le fait des barbares d'en face. Et donc on ne peut pas nier cette mauvaise foi et cette instrumentalisation politique. Le professeur a expliqué tout à l'heure le contexte d'un théâtre d'opération. Quand on est de bonne foi, on l'intègre. On intègre l'existence, comme il le disait, des bavures sur tous les théâtres de guerre au monde. Il n'y a aucune armée qui ne connaît pas ça. Il n'y a pas de guerre propre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La guerre, par définition, est sale. Elle vise à tuer. Un savant, Erasme, disait qu'il ne comprenait pas pourquoi les hommes mettent tant d'argent, tant de talent, tant de courage, tant d'efforts pour une perte mutuelle assurée. Mais
c'est l'absurdité de la guerre. Donc, par définition, malgré les encadrements du droit international, malgré la justice ou l'injustice de la guerre, parce que chacun trouve toujours que sa guerre est juste, la guerre demeure quelque chose de sale. Et en ce qui nous concerne, nous avons un sérieux problème de maturité politique, il est évident, c'est pour ça qu'on parle de bonne foi. Instrumentaliser ce type de choses graves pour une élection présidentielle veut dire que nos acteurs politiques manquent sûrement de maturité. Le courage du gouvernement qu'on évoque ici, ce courage, il est évident. On ne peut pas condamner sans savoir. Le chef de l'État a instruit face à des actes graves, sachant que, et lui-même le premier, il sait que les soldats n'ont pas à se faire justice. Même dans nos quartiers, quand les gens se font justice, on le condamne. C'est sous l'émotion, les pressions qu'ils subissent de ces bandits tous les jours. Il arrive que même les civils déconnent dans nos quartiers et se rendent justice. Alors, et à plus forte raison, des gens qui sont au front, qui ont parfois l'impression, tel que j'ai vu les images, que à un moment donné, peut-être sous la pression des terroristes, certains civils cédaient ou se taisaient et voyaient leurs camarades mourir. La vraie question, c'est justement de savoir qui est pour la paix, sachant que la guerre est une mauvaise chose. À chaque moment, il faut qu'on se la pose. Et cette guerre, pourquoi, en dehors de Boko Haram, nous voyons ce qui se passe dans le sud-ouest nord-ouest, qui est pour la paix au Cameroun, et il faut que on cesse la duplicité et la démagogie et que les patriotes œuvrent totalement pour la paix et on ne verra plus tout cela. Nos soldats, quand en temps de paix, n'ont pas le temps de commettre ces bavures. L'exemple qu'on a pris en Centrafrique, ce n'était même pas une histoire de guerre. Là, quand on accuse les soldats d'aller violer ou d'aller, ça relève même d'autres choses. Mais là, il s'agit des gens qui sont vraiment sous au front. C'est bien noté. Jean-Baptiste Atemengo, Yannick Vienga, je voudrais vous donner la parole, mais je voudrais quand même repréciser à votre suite. Jean-Baptiste, vous parlez de ces militaires qui ont vu mourir leurs camarades au front, parfois avec une certaine complicité et des civils. L'armée camerounaise dans la région de l'extrême nord, c'est près de 200 personnes qui sont parties, entre 200 et 250 hommes qui ont perdu leur vie. Il y a quelques noms comme ça qu'on peut citer. Le premier officier parti, c'était le lieutenant Donken. On peut également citer le général de division Kodi, le général de brigade Kameni, le lieutenant-colonel Kwene, le capitaine Yari, le lieutenant Djidé, le capitaine Matouté et bien d'autres officiers qui sont partis comme ça, qui ont perdu leur vie à défendre le Cameroun. Yannick Yemga, comme je le disais tantôt, l'œil du Sahel a un certain vécu de cette guerre depuis 2014, voire 2013. Est-ce que vous comprenez cette levée de bouclier qui est souvent, que l'on voit parfois lorsqu'il s'agit de parler de cette armée-là? Non, il faut quand même qu'on dise les choses comme elles sont. L'armée camerounaise, jusqu'ici, est réputée comme étant professionnelle. Ça veut dire que elle agit en respectant les droits humains. Je voudrais quand même qu'on fasse la précision. Quand j'ai lu plusieurs fois qu'on a parlé de crimes de guerre, il n'est pas question de crimes de guerre ici. Le crime de guerre, je passe sous le contrôle du professeur Touda, c'est la violation des lois de la guerre. Et là, c'est lorsqu'il s'agit d'une guerre conventionnelle. Et on n'est pas dans une situation de guerre conventionnelle, puisqu'on a affaire à des gens qui ne sont pas constitués comme une armée régulière. Donc, il n'y a pas de crime de guerre. Ce qui est en cause ici, encore une fois, ce n'est pas le comportement général de l'armée camerounaise. Ce qui est en cause ici, c'est le comportement de quelques individus de l'armée camerounaise. Il faut bien qu'on le dise. Et le dire ne signifie pas qu'on est contre l'armée camerounaise. Il ne faut pas faire l'amalgame. Comme je dis, dans tous les corps sociaux, on a souvent parlé de... Il n'y a pas une institutionnalisation des exactions dans la mission. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une institutionnalisation des violations des droits humains. Il n'y a pas un ordre qui est donné par le politique ou par la hiérarchie militaire pour violer les droits humains. Il faut qu'on le démontre. Par contre, les faits dont nous parlons ce soir sont des faits extrêmement graves. Ça aussi, il faut le dire. Quand on exécute froidement 2 femmes avec leurs enfants, dont un bébé, c'est très grave. Qu'on soit militaire ou civil,
ça demeure un crime. Ce que je voudrais terminer quand même en indiquant que nous devons faire attention à ne pas mettre la politique dans tout. Autant il y a la manipulation à des fins politiciennes par quelques entrepreneurs politiques qui, à l'approche de cette élection présidentielle, tentent de discréditer, si vous voulez, de salir le président Biya, autant les partisans du président Biya aussi sortent tout le temps la théorie du complot pour dire que le président Biya serait l'homme providentiel. Nous devons faire attention, il s'agit de vies humaines et on doit savoir raison garder. Jean-Bruno, oui. Oui, je voudrais dire, tout à l'heure vous parliez de l'institutionnalisation. Le meilleur moyen de montrer qu'il n'y a pas une institutionnalisation de la bavure dans l'armée camerounaise, c'est de sanctionner de manière très sévère ceux qui sont coupables de ce genre d'exactions. J'entends bien les arguments qui sont avancés par le professeur Ntouda Ebodé sur la difficulté du travail des militaires. Nous en sommes conscients, c'est pour ça que nous ne sommes pas militaires. Il y en a qui ont choisi d'être militaires et, comme on disait, l'enfer même, c'est Goethe qui le disait, l'enfer même a ses lois. Et donc, il faut les respecter. Ça veut dire que même quand on est sur un terrain d'opération, même en pleine guerre, que ce soit une guerre conventionnelle ou alors une guerre asymétrique, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et cela doit être entendu. Et ceux qui s'écartent de ce chemin, le meilleur moyen pour le gouvernement de montrer que c'est quelque chose qui n'est pas toléré, c'est de sanctionner. Et l'autre chose qu'on entend très souvent, c'est de dire pourquoi les organisations internationales n'interpellent que l'armée alors que Boko Haram fait pire que cela. Le problème, c'est que Boko Haram, c'est qui? C'est personne. Boko Haram, c'est une nébuleuse. Boko Haram, c'est une horde de voyous et tout ça là. Il faut se souvenir de ce rapport de International Crisis Group, publié en 2016. Ce n'est pas la première fois que des exactions, entre guillemets, de l'armée camerounaise seraient dénoncées. Il y a eu cette dizaine de soldats, cette dizaine de civils qui ont été allongés au sol à l'extrême nord dans une zone qu'on appellerait Ashigashia, selon les auteurs selon la vidéo. Et donc, ces personnes-là ont été assassinées. Et par qui? Par des hommes en tenue aux couleurs de l'armée. Maintenant, reste à prouver qu'il s'agit des militaires camerounais. Juste pour finir très rapidement pour dire qu'il faudrait qu'on arrête de dire pourquoi les organisations internationales n'interpellent pas également Boko Haram et tout. Non, Boko Haram n'a pas une existence. Je pense que généralement, ce qu'on fustige, c'est que ces organisations internationales ne tirent pas sur ces Boko Haram et tous ceux qui se rendent coupables d'exactions, mais lorsque l'armée camerounaise riposte à juste titre, à ce moment-là, on voit surgir les organisations internationales. Où sont-elles lorsqu'on tue des militaires, lorsqu'on tue des enfants, lorsqu'on brûle des écoles? Où sont ces Attendez, le problème, justement, Lucrèce, c'est que nous avons deux entités. Une armée régulière et une nébuleuse qui s'appelle Boko Haram. Il est évident que ce que Boko Haram fait est inacceptable, c'est horrible, c'est des fous. Maintenant, le problème, c'est que les organisations internationales interpellent le gouvernement camerounais parce que c'est le gouvernement camerounais qui a pris des engagements internationaux en matière de respect des droits de l'homme et en matière de respect même des droits des gens lors des conflits. Or, Boko Haram n'a pris aucun de ces engagements-là puisqu'il n'existe pas. C'est pour cela qu'il est question pour l'armée camerounaise qui fait un travail remarquable, il faut le dire, c'est pour ça que nous sommes ici. Mais il doit y avoir tolérance zéro pour tous ceux qui posent des actes qui sont de nature à nuire à l'image de ce pays. C'est noté, Jean-Bruno. Absolument. Oui. Je voudrais que le professeur Vincent Ntouda Ebodé intervienne sur cette question pour bien préciser que l'armée camerounaise ne s'est pas affranchie de ses obligations, ni de ses obligations doctrinales, encore moins éthiques. Moi, je crois que ça, c'est une évidence. Hein. Mais avant d'aborder ça, je dirais qu'on serait assez naïf comme Camerounais de penser qu'il n'y a aucune manifestation évidente de l'orientation d'un complot. Ça peut être contre le président de la République, contre son régime, ça peut même aussi être contre le Cameroun. Ce n'est pas ici le lieu indiqué de dire de n'importe quoi, pour me demander de prouver n'importe quoi. Mais je vais vous dire que lorsque vous prenez la chronologie des événements,
vous devez vous inquiéter vous-même comme Camerounais. Ce n'est plus un problème de billard ou du RDPC ou du n'importe quoi. Il est évident qu'il y a des acteurs qui peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur, qui pour un certain nombre de raisons qui leur sont propres, cherchent telle ou telle chose. Nous devons, nous, comme Camerounais, en être conscients. Maintenant, quand on a soulevé ça, on regarde ce qui ne va pas avec nous-mêmes. On met donc dans cette catégorie comment renforcer notre propre résilience à partir du moment où nous savons qu'il y a des gens qui nous guettent. Ça peut être de bonne foi ou de mauvaise foi. Ça peut être pour des intérêts objectifs ou des intérêts cachés. Il y a des gens qui nous guettent à l'extérieur. Moi, je crois que par rapport à la question de la punition ou pas, on ne punit pas les gens sur la base d'un texte qui n'existe pas. On a dit que les gens sont interpellés, il y aura une enquête, il y aura une décision de justice militaire. Un code de justice militaire. Voilà, c'est sur la base de ce code-là qu'on peut les punir ou pas. J'indique qu'on soit militaire ou civil, dans certaines situations, on regarde les circonstances atténuantes. C'est pour ça que je vous ai dit, par exemple, que dans le comportement sur le théâtre des opérations, on peut filmer une scène qui se justifie par une scène qui s'est passée avant que nous, on n'a pas vu. Par exemple, un civil arrive avec une machette, coupe ton camarade. La réaction d'un homme, pas d'un militaire, ce serait d'en venir aux mains. Mais comme le militaire porte l'arme, ce serait de tirer. Mais lorsqu'on va le juger, puisqu'il a outrepassé son devoir, il y aura un camp parmi ceux qui vont juger, qui vont dire qu'il faut comprendre qu'il y a eu ceci ou cela avant. C'est de cela que moi je parle ici là. En répondant à votre question, il n'est pas question de défendre quelqu'un qui a outrepassé. Mais il faut comprendre que nous sommes un pays, nous sommes une nation, nous sommes un État, et les États entre eux se livrent une bataille. Et dans cette bataille-là, vous ne saurez ce que l'un cherche chez vous que peut-être 10 ans après, quand vous n'existez plus. Notre contribution, professeur, c'est de dire que, comme il y a le complot justement, la meilleure façon de nous prémunir contre toute conséquence de ce complot, c'est de couper l'herbe sous le pied des comploteurs en disant que ceux qui sont coupables sont reconnus coupables, sont sanctionnés. J'ai dit qu'il ne faut pas, lorsqu'on est un intellectuel du niveau, on est ici là, balayer carrément la thèse qu'il y aurait des gens derrière. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement c'est ça que vous appelez complot. Non. J'ai dit donc que lorsqu'on traite d'une question, allons de manière méthodique. On balaie. C'est pour ça que j'ai dit que on finit d'abord avec ce qui peut nous nuire de l'extérieur. Nous, en tant que nation camerounaise, État camerounais. Après, on vient nettoyer à l'intérieur. Je n'ai pas dit qu'on doit épargner en quelques mots, et conformément au texte qui existe. Je voulais dire ceci. Il y a des buts militaires et des fins politiques. Les bavures sont une détail dans cette relation entre les buts militaires et la finalité politique. Parce que dans tous les cas, les buts militaires, l'action de nos soldats est au service d'une fin politique. Cette fin politique, on est en phase avec toutes ces ONG, tous ces Occidentaux, pour la préservation de la démocratie et de la liberté face à des gens sans foi ni loi. Et il ne faut pas considérer qu'il s'agit d'hommes sans foi ni loi sur un terrain de football, entre guillemets, contre l'armée et qu'il y ait un arbitre avec des règles du jeu. Parce qu'il faut revenir à la réalité. Jamais sur un plateau français, on ne verrait ce type de débat sur ce que fait l'armée française qui agit au nom de la nation. Donc nous sommes responsables. Nous sommes nous-mêmes comptables de tout ce que... Nous sommes comptables. Nous sommes... Vous n'avez pas le monopole du patriotisme. Non. Je ne veux pas donner. Nous analysons. Nous analysons. Moi, je me sens comptable de ce que l'armée de la nation fait. Nous tous, ici, nous l'avons prouvé à plusieurs occasions. Et cette armée, je suis d'accord avec vous.
elle n'a pas le droit de se rendre justice, de faire tout ce qu'elle veut. Nous sommes d'accord, mais il faut remettre tout ça dans ce contexte. Je suis d'accord avec vous. Donc, ces éléments, sauf que ces éléments, à force d'en parler, on touche à toute l'armée. Vous-même vous dites... Non, c'est justement l'amalgame qu'il ne faut pas faire. C'est justement l'amalgame qu'il ne faut pas faire. Les rapports de l'ONG, c'est l'armée. Moi, je n'ai jamais vu dans ces rapports des éléments de l'armée. Vous-même qui êtes journaliste, je n'ai jamais vu deux éléments de l'armée. J'entends l'armée camerounaise, avec à sa tête le chef de cette armée, le chef de l'État. Je suis désolé, vous n'avez pas bien vu tous les rapports. Je dis donc que nous-mêmes, nous faisons cette critique. Quand ces ONG font ces rapports, il faut bien qu'elles précisent que ce sont des éléments de l'armée camerounaise. Voilà, on est d'accord. C'est ça que j'ai dit à l'entame de mon propos. Il n'y a pas d'institutionnalisation, de violation des droits humains dans l'armée. Je l'ai dit, j'ai été très clair. Ne donnez pas le sentiment que vous êtes plus patriote que nous. Ce n'est pas le sentiment. En termes d'analyse, j'ai l'impression qu'on perd le vœu. Mais si vous permettez, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Nous continuons de parler de l'armée camerounaise qui, au-delà du combat contre les terroristes, cette armée donc mène plusieurs actions dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture pour renforcer la résilience des populations victimes de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Confirmation dans ce Zooming que nous propose Abdelaziz Amadou de CR TV, extrême nord. Là où le président habite, c'est où? Oui, c'est où? Voilà, la capitale du Cameroun, c'est Yaoundé, qui est dans la région du centre. En n'enseignant pas comme les autres dans une salle de classe, nous sommes à l'école publique de Sakbé, dans le département du Logoné-Chari. Dans cette localité, les militaires camerounais, après avoir anéanti les capacités de nuisance de Boko Haram, ont déposé les armes pour prendre la craie et relever le niveau scolaire des élèves. Dès le départ, effectivement, n'atteignait pas 100 enfants. Les parents ont compris qu'il était question vraiment d'apporter, de faire venir les enfants à l'école. Et aujourd'hui, sont plus de 350 élèves. Cette présence de l'homme en tenue et en armes les rassure au contraire et rassure les parents qui envoient maintenant de plus en plus leurs enfants suivre le cours. Ça n'a aucun inconvénient, je veux dire. À Sakbé, tout comme à Fotokol et bien d'autres localités frontalières, l'armée est bien présente dans les établissements scolaires pour servir la nation autrement. Grâce à l'armée aujourd'hui, que la sérénité, que les enfants partent également à l'école. Force mixte multinationale se propose de venir réfectionner certaines salles de classe, certaines infrastructures scolaires qui ont été totalement gâtées par la guerre. Outre l'éducation, les forces de défense et de sécurité nationale interviennent également dans le domaine de la santé. Régulièrement, des campagnes de soins gratuits sont organisées dans le Logoné-Chari et le Mayou-Sava. On remercie le gouvernement d'avoir nous aidés avec ces dons et nous sommes tellement fiers de ces dons. Et pour aider les paysans de ces localités à relancer leurs activités, la force multinationale mixte, par exemple, vient de mettre à leur disposition des intrants et du matériel agricole. C'est essentiellement une opération que nous appelons opération militaire d'influence et action civilo-militaire. Nous accompagnons la phase de la stabilisation. Nous avons eu plus de 4800, près de 5000 personnes qui se sont fait consulter et soigner gratuitement. L'objectif de toutes ces actions militaires d'influence est de renforcer le lien armée-nation si cher au Cameroun. C'était donc l'armée camerounaise qui mène de bonnes actions du côté de l'extrême nord et qui participe aux efforts de développement dans cette partie du pays. C'est un autre visage de cette armée. Donc, nous allons marquer un autre arrêt de nouveau dans cette édition de Scène de Presse pour revisiter l'actualité de la semaine. C'est dans la revue de presse que signe Daniel Menanga. Présidentielle 2018, les 9 candidats reçus par Elections Cameroun, confirmés par le Conseil constitutionnel. Le verdict est tombé vendredi, 11 recours examinés, tous rejetés.
En tout cas, Paul Biya, le candidat qui rassure, Cameroun Tribune soutient le titre de l'éditorial du bulletin bilingue d'information du cabinet civil. La presse bille, les élites et forces vives de Belabo font chorus. Mobilisation générale dans les QG des partis politiques. Akeremouna du Front populaire pour le développement en tournée médiatique, Maurice Kamto du MRC à l'ouest et l'UDC à Fumban. Dans ce flot, Jean-Jacques Ekindi préfère observer. Pas candidat, pas vraiment partant pour une coalition de l'opposition non plus, retient-on du journal L'Essentiel. Joshua aussi, lui, a déjà entamé des discussions avec plusieurs présidents des partis de l'opposition sous réserve du mandat du SIF, confie-t-il à nos confrères de Mutation. Et puis la voix du tout nouveau magazine Défi Actuel, premier news magazine camerounais. François Bambou se fait un devoir d'inventaire. Les grandes réalisations entre mauvaises surprises et promesses tenues, projets structurants, crise, réformes, investissements et autres espoirs, déclinés sur 116 pages de papier glacé. Autre actualité dans les hautes sphères étatiques, attaque du domicile du secrétaire général à la présidence de la République. Le Messager annonce l'arrestation d'un présumé chef de gang. Témoignages recueillis sur place et à la brigade de gendarmerie d'un Colandom. Le jour nous replonge dans l'ambiance de ce qui s'est passé chez Ferdinand Gongo, une scène de guerre, lit-on, dans les colonnes du journal d'Aman Mana. Peur au sommet de l'État et sur le pays également. Mutation prévient, endettement en 2018, le Cameroun atteint le point d'étranglement. Le gouvernement a débordé de 102 milliards de francs CFA déjà, les décaissements autorisés par le FMI. D'où le rappel à l'ordre du ministre des Finances, indique le Messager. Lui, Paul Motazeux, demande à son homologue de l'économie le gel des appels de fonds sur ressources extérieures. Son exemple, les projets liés à la Cannes Total Cameroun 2019. Entre-temps, reprenons notre souffle. Cameroun Tribune l'évoquait déjà vendredi, le possible long week-end. Il est là. Bonne fête de la Tabaski à tous. Retour sur le plateau de scène de presse pour quelques minutes encore. Alors, professeur Vincent Toudé-Bouté, que faut-il revoir aujourd'hui au sein de l'armée camerounaise? S'il y a des choses à revoir au sein de notre armée camerounaise, pensez-vous qu'il y a des choses à revoir dans la formation ou alors dans le positionnement dans l'esprit des Camerounais? Moi, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de fondamentalement à revoir. S'il y a quelque chose à ajuster, ça peut être la manière peut-être de communiquer. Le dispositif qui est sur le terrain produit des résultats auxquels nous sommes attendus. L'armée camerounaise n'est pas en difficulté majeure quelque part pour dire qu'il faut revoir. Par contre, les débats qui se passent hors de l'armée, c'est de ça qu'il est question ici là. C'est la manière, voilà, c'est la manière dont nous recevons les images et des fois que nous ne connaissons même pas l'origine. Donc c'est serait comme si nous faisons un méta-discours sur le discours, ou alors sur les images. Des fois l'armée peut être indirectement interpellée. Des fois, elle peut être directement interpellée. C'est sur ça qu'il faut ajuster, ou qu'il faut s'ajuster. À mon sens, c'est ce que je peux dire. Jean-Bruno, oui? Oui, je pense que globalement, notre armée, l'armée camerounaise, est constituée d'hommes formés. Seulement, il va falloir l'expurger des mauvais éléments chaque fois qu'ils posent des actes qui sont répréhensibles. Le fait qu'un certain nombre d'individus dans cette armée filment eux-mêmes leur forfait est symptomatique de ce que soit ils sont inconscients du mal qu'ils sont en train de faire, ou alors ils n'ont simplement rien à faire dans cette armée. Et je pense que c'est l'absence parfois de sanctions, et des sanctions qui soient connues par tout le monde. C'est peut-être ça qui dope un certain nombre de comportements. Vous avez vu dès le début de la crise dite anglophone, on a vu des images insoutenables, inadmissibles, de militaires ou alors de gendarmes, en tout cas c'est pareil, qui sortaient des étudiants de leur chambre, les faisaient
traîner dans la boue. Je ne sais pas quel est l'objectif d'un acte aussi ignoble que l'on poursuit. Une jeune fille qui est sortie de sa chambre d'étudiante. Il faut quand même nuancer, Jean-Bruno. Vous savez très bien que ces images, il y en avait qui venaient d'ailleurs. Il faut quand même nuancer. Oui, mais il y en avait qui étaient vraies également. On a également vu des militaires qui montaient sur la tête d'un activiste anglophone qui le piétinait partout. J'attends toujours de voir que ces personnes ont été sanctionnées. On a vu une image qui a été virale dans ce pays, celle des militaires de la garde présidentielle qui traînaient un monsieur par terre en face de l'hôtel Hilton. Et le monsieur était visiblement, apparemment un fou, qui n'était pas du tout armé, dont ne représentait aucune menace pour aucun de ces militaires. Ils étaient au moins 5 sur un seul individu. Donc c'est la conjugaison de ce genre de bavure non sanctionnée qui donne l'impression que les soldats sont au-dessus des lois. Il faudrait qu'on le dise et qu'on le dise de manière la plus ferme possible. Alors, que le fait d'avoir une tenue et une arme ne met personne à l'abri. Ce n'est pas un passe-droit. Ce n'est pas un passe-droit. Justement, parlant des sanctions, pour finir, il faut quand même relever qu'il y en a eu qui ont été rendues publiques. Donc, vous vous souvenez de ces militaires qui avaient barré la nationale numéro 1, Mora et Kousseri. Ils ont été sanctionnés. Vous vous souvenez de ce militaire à Bamenda qui a violé une dame. Il a été sanctionné. Vous vous souvenez également de celui qui avait tiré sur son chef et sur ses camarades à Kousseri. Il a également été sanctionné. Les sanctions sont régulières, mais peut-être qu'on ne communique pas assez sur ces sanctions-là. Jean-Bruno, je ne veux plus vous donner la parole. Le temps pour moi. Même le militaire qui, après avoir bu une bière de trop, donne une gifle à quelqu'un dans un bar, tout ça doit être sanctionné. C'est noté, Jean-Bruno. On doit communiquer autour. On doit communiquer, tout à fait. Il n'y a pas une république de militaires dans ce pays. Yannick Il faudrait Yenga. que ce soit très clair. Oui, encore une fois, moi j'ai le même discours. C'est à savoir que il faut faire l'amalgame. C'est des éléments d'un corps, comme dans d'autres corps. Dans le corps des journalistes, il y a des brebis galeuses, chez les policiers, chez les douaniers. Donc il peut y en avoir dans la... Il faut que le gouvernement le sache. Et ils ne doivent pas en faire un sujet tabou. Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que on pourrait peut-être affiner ou alors intensifier la formation psychologique peut-être de certains... Et l'accompagnement psychologique. Oui, voilà, de certains militaires. Parce que quand il y a des rotations, par exemple, lorsqu'ils sont rentrés du front et qu'ils reviennent parmi les civils, parfois il peut y avoir des bavures dans les quartiers également, ça il faut le dire. Et donc, mais globalement, l'armée camerounaise se comporte plutôt bien, ça il faut le dire. C'est noté. Donc, Jean-Baptiste Atemengue. Je dirais que globalement, c'est même peu dire. Je pense que l'armée camerounaise, la nation est fière d'elle, elle atteint ses buts militaires à 100% et les fins politiques telles que la nation le souhaite et le chef de l'État le souhaite sont atteints à 100%, et c'est pour ça que nous recevons beaucoup de félicitations dans cette guerre contre les barbares de Boko Haram. Nous avons vu cette armée défendre notre territoire face au Nigeria à un moment donné. Donc les détails que j'appelle, comme j'appelle les bavures, sont condamnables, inacceptables, et vous avez cité des sanctions. Tous ceux qui les commettent seront toujours sanctionnés. C'est noté. Je souhaite qu'on ramène ça à sa juste valeur dans le cadre d'un état de droit qui a des défenses, en tout cas une défense légitime à exercer face à des ennemis ou à des adversaires. C'est bien noté, messieurs, c'est bien noté, messieurs. Protection des civils, protection des intérêts économiques, outils de conquête et d'émancipation, ainsi que de l'administration, outils de l'humanitaire. Ce sont des nouvelles missions des forces armées camerounaises qu'elles tentent de mener à bien. Madame, messieurs, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.